Bonjour à tous. Malgré le fait que je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, j'ai un peu traîné des pieds. Je dois bien avouer que j'ai hésité à me pencher sur le documentaire de Caroline Fourest parce que informée déjà de ce dont elle est capable sur les plateaux télé, ne serait-ce qu'en temps limité et avec un contradicteur, je sentais bien qu'avec le champ libre pendant 1 heure, seule aux manettes, elle allait nous pondre un truc monumental, vertigineux et désespérant. Donc, en ce qui me concerne, c'est vrai, il n'est pas dans mes habitudes de tenir mes seules supputations et hypothèses pour preuve, du haut de ma petite intuition personnelle à propos de qui que ce soit, tant qu'il n'y a pas de citation précise pour accompagner mon sentiment. Je vous propose donc, comme d'habitude, de vérifier les faits et les propos exacts avant de définir ensemble si oui ou non, en regard de la qualité de ce reportage, l'avis de Caroline Fourest à propos de ceci ou cela nous intéresse plus que celui de Nikos Aliagas, pour rester dans les personnages ayant œuvré pour le rayonnement culturel et artistique, etc. Ce qui, au passage, en dit tout autant de la valeur de la décoration que de la valeur de ceux qui la décernent, et au passage à propos des sapins concernés. Alors que tout le monde soit prévenu, en cas de droit d'auteur sur cette chose que je m'en vais commenter, qui entraînerait un éventuel blocage de ce que j'appelle une libre réponse aux questions que Caroline va faire semblant de se poser sur une chaîne du service public, eh bien je republierai ce commentaire sans extrait, en jouant les voix moi-même si nécessaire. Et cela nous rappellera au passage que Caroline Fourest, en dépit de son engagement d'intellectuel agréé, décorée et dûment tamponnée, eh bien elle doit quand même bien gagner sa croûte et elle s'occupe donc de surveiller les copyrights. Et nous vérifierons par curiosité aussi si les publications sans commentaires contradictoires que vous trouvez déjà sur YouTube et Daily sont aussi bloquées pour les mêmes raisons de droit, malgré le fait qu'il n'y ait pas de contre-argumentation de la part des republicateurs. D'ici là, gageons que Caroline a encore la capacité de supporter que les petites gens la contredisent quand elle vient parler à la télévision et qu'on a la curiosité de regarder. Ah, allez hop, c'est parti. Donc on passe sur toute la petite mise en scène, ça doit ajouter en crédibilité, je sais pas, le côté Caroline Fourest debout contre la menace fantôme, je marche seul dans la rue, on sent bien comme l'instant est grave, le visage est tendu, le regard vers l'horizon, ferme, perplexe, avec toute la symbolique du pont, la symbolique du pont, genre, bon, qu'est-ce que je fais? Non, s'il te plaît, s'il vous plaît, lui suggérez rien du tout, je vous vois venir, bande de petits malins, en cette époque trouble et convulsive, ce serait dommage, car le monde a besoin, il me semble, de rire. Donc, le lieutenant Caroline Fourest est sur le pont, on dirait qu'elle s'interroge encore, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je risque tout parce que c'est mon devoir, ou est-ce que je mets ma carrière en jeu, les éditos, les docs, les plateaux télé, les radios, en osant seul contre tous prendre le monstre conspirationniste par les cornes, enfin, coup de poker, roulette russe, le grand saut, quoi. Surtout quand on sait à quel point Michel Collomb a le bras long en France, et qu'on sait qu'il lui suffirait d'un coup de téléphone à France 5 et aux diverses maisons d'édition en France pour la faire éjecter, que tous ses livres soient refusés. Vous voyez, ça c'est le courage de Caroline Fourest, encore et toujours légendaire, qui là a priori est mis en scène. Donc c'est vrai, croire qu'elle courberait les chines devant les puissants conspirationnistes, qu'elle se laisserait intimider par ces gens, ce serait très mal connaître notre Caroline Fourest. Moi personnellement, je n'ai jamais douté qu'elle allait oser. Donc première chose, avant tout, le titre même est un classique qui relève de la figure imposée, du plus pur élément de langage, prémâché par 100 autres avant elle, éternellement récupéré au fond du bavoir des uns par les autres, qui à leur tour se le mettent en bouche pour le baver encore et continuer ce petit circuit fermé en bon charlatan de la discipline anti-conspi. Donc titrer Les obsédés du complot,
plutôt que je ne sais pas, ceux qui doutent de la version officielle par exemple, c'est bien entendu extrêmement stratégique, puisqu'on choisit le terme obsédé plutôt que quoi que ce soit d'autre, de plus neutre, terme qui connote instantanément donc maladif, irrationnel, paranoïaque, bref, à moitié taré. La ficelle est grosse, hein, elle est grosse de grosse, en fait c'est un câble. Regardez-la, elle tire sur le même câble, comme vous et comme des légions de journalistes du même acabit. Dès le titre, elle règle le problème. Boum, boum, on n'est pas là pour discuter, on est là en face non pas de partisans et d'opposants à une théorie, ni de confiants et de méfiants, non, on a juste à faire un choix entre des conspirationnistes et des démystificateurs, c'est-à-dire que la solution là du problème qui oppose ces deux camps est dans le titre. Renommer les choses pour forcer leur sens et les conclusions du lecteur, c'est la technique lambda. Vous êtes extrêmement nombreuses, hommes et femmes confondus, à ne plus vous passer de cette petite médiocrité là, de toujours décréter qu'on débat avec des homophobes plutôt qu'avec des opposants du mariage homo, avec des nazis plutôt qu'avec des pro-palestiniens, et ici avec des obsédés et des adeptes face à des démystificateurs sérieux que vous êtes tous. Et donc là, le diagnostic est dans le titre. Techniquement, quiconque lit juste le titre de l'article de cette bonne femme ou voit à quelle heure passera le documentaire de Fourest et son titre, et il n'y a aucun besoin de les lire ou de les regarder pour savoir exactement ce qu'ils nous diront et surtout quelles seront leurs conclusions. C'est comme le port salut, comme on dit. Tiens, avant de relancer le bidule en question, regardez ça. C'est l'ex-Cresse c'est le groin de décembre 2011, je le gardais de côté, ça tombe bien, et bizarrement ils sont aussi géniaux que vous, ils ont eu la même image qui leur est passée en tête, mais ils sont pas les seuls, il y a même un autre documentaire qui s'appelle comme le vôtre, je l'ai vu sur internet, il est assez ancien. Donc pour l'originalité, vous repasserez, et pour le reste aussi, parce que dedans, sans surprise, en permanence, les termes valant verdict du début à la fin des analyses psychiatriques groupées, co-signées par la masse unanime de ceux que, en revanche, personne n'appelle jamais des adeptes de la théorie officielle, on a donc par définition, on est d'accord, ceux qui sont absolument certains que la vérité absolue mondio-diffusée est inquestionnable, mais c'est quand même ceux que les premiers traquent à longueur de papier parce qu'ils osent douter de cela, chacun à leur façon, qui sont des adeptes. C'est joli tour de passe-passe, c'est celui qui a une vérité absolue entre les mains, qu'il entend défendre par bâillonnement des mécréants, qui ose appeler qui que ce soit adepte, et là en l'occurrence les conspis. Donc, on continue. Oh, un immeuble carreau, donc marche d'un pas décidé dans sa direction. Ah, ok, bien vu. C'est deux immeubles symétriques. D'accord. Donc elle s'en va bien affronter la vérité et prendre le problème à bras le corps. Oui, mais pour être précis, c'est visiblement en France, c'est à Paris, donc ces deux vilains gratte-ciel sont là pour quoi? Pour coller au sujet, non? Il me semble à moi qu'il s'agit bien d'une miteuse tentative subliminale, d'imprimer au spectateur la crainte d'un éventuel 11 septembre à la française et donc l'absurdité et la dangerosité des thèses conspirationnistes. Il faut bien aussi amorcer cette idée que l'affaire du 11 septembre serait le dénominateur commun de tous les conspirationnistes, l'alpha et quasiment l'oméga. On ne devrait pas entendre donc parler de Michel Colomb dans la bouche de Caroline si ces images de bâtiments symétriques sont un indice du fait que la Bible du conspirationnisme est lue par tous ceux qu'elle appelle ainsi, et que forcément à tous les chapitres, le 11 septembre leur serait rappelé à ses adeptes. Enfin, à propos de Michel Colomb, sur le 11 septembre, il aurait été utile de vous renseigner. Ça vous aurait permis de nuancer un peu votre propos. Enfin. Vous les avez sûrement croisés, dans la vie ou sur la toile. Tu penses que Bush peut être à l'origine de ces attentats ? Je pense que c'est possible. Leurs obsessions se nourrissent de nos malaises et finissent par semer la confusion. Vous les avez sûrement croisés, dans la vie ou sur la toile. Top.
Ils se nourrissent de vos malaises. Quel malaise? Allô, France 5, il est où le concepteur là? C'est pas au point votre truc. La journaliste fonctionne depuis 5 minutes et il y a déjà un court-circuit. Enfin, ça veut dire quoi cette phrase? Ils se nourrissent de nos malaises? Mais enfin, je comprends pas. Si les conspis sont des fous délirants et que les autres connaissent la vérité pure et sûre, mais tout baigne alors pour les autres. Il est où leur malaise? Puisque les conspis s'inventent une réalité, comme quoi la guerre récurrente ici, mais jamais là, n'est pas si humaniste et justifiée qu'elle le prétend, puisque, en revanche, ils sont fous parce que les non-conspirationnistes ont raison de croire ce qu'elle dit pour exister, la guerre, et qu'elle dit que c'est moral, justement, puisque la version officielle est la bonne. Les gens doivent être à l'aise dans leur appréhension du monde qui s'agite. Enfin, cette phrase n'a aucun sens. Duquel de vos petits malaises que vous évoquez peuvent-ils donc se servir, ces conspis maboules et délirants, du fond de l'asile sécurisé, hermétique, où ils sont cloîtrés par une équipe de matons psychiatres hautement démocrates? Ah oui, démocrates, c'est écrit à toutes les pages dans leur petit bouquin de ces gens-là. Et puis, une dernière chose, si les thèses conspi exploitent par exemple le malaise des gens pour s'auto-alimenter, eh bien c'est quel malaise? C'est peut-être le malaise des gens face aux spécialistes, d'accord, qui leur expliquent qu'il faut ramper à genoux dans les graviers pendant les 20 ans qui viennent pour payer peut-être un jour enfin la finance prédatrice et tout ce qu'elle exige de nous. Enfin, ça prouve peut-être qu'en dépit de la litanie des officiels à Toya comme vous et de votre fatwa démocratique contre les opinions divergentes, eh ben ça prouve au moins que même les gens que vous appelez encore des gens normaux, face à certaines aberrations qui sous-tendent le système, eh bien, au fond, n'acceptent pas tout. C'est peut-être que ce malaise est une matérialisation d'un doute. Excusez-les. Mais on est d'accord, au stade de l'intro, on a encore le droit de se sentir mal à l'aise. Ah mais oui, tu as le droit. Tant que tu la fermes et que tu ne commences pas à douter de quoi que ce soit, à part de l'allure sympathique de Chavez, tu peux être mal à l'aise autant que tu veux. Y a pas de souci. Et puis après, quoi? Vous les avez sûrement croisés, dans la vie ou sur la toile. On les a souvent vus. Où ça? Sur les plateaux télé? Non. Elle a l'honnêteté de préciser dans la vie et sur Internet. Bien, c'est une bonne chose ça. Parce que dans son biotope à elle, c'est vrai que Caroline n'a pas à se plaindre, chacun ayant compris depuis bien longtemps qu'une conception pondérée de la liberté d'opinion s'imposait à propos de 2 ou 3 sujets sur 1000. Donc, sur les plateaux télé, au moins, elle ne risque pas d'avoir à débattre avec un de ces complotistes. Ça, c'est fait. En République française, démocratique et tout, les gens qu'elle va fustiger pendant 1 heure en public sont blacklistés hermétiquement par tous les canaux mainstream et aucun des accusés en groupe ne peut répliquer en son nom au verdict péremptoire de Caroline et de ses camarades de séminaire Agenda Steloche pour faire le plein de certitude pure et de vérité absolue. Vous leur parlez de l'actualité, de la guerre et de l'état du monde, eux n'y voient que des vérités cachées, des journalistes vendus et des complots à chaque coin de rue. Top. On entre dans le dur là avec cette partie-là parce que ils voient des complots à tous les coins de rue. Alors c'est exactement toujours dans la droite ligne de la technique affligeante du titre. Ça règle donc la question dès le départ. C'est sûr que si on pose la question de savoir si on doit voir des complots partout, oui, forcément. La réponse est induite par cette question biaisée, c'est stupide. Et ça évite donc de répondre à une autre question qui devrait normalement être la question de la possibilité du complot tout court, non pas partout, mais juste quelque part, parce que la réponse serait forcément moins certaine, moins logique. Parce que c'est fin comme manipulation du langage, paraît-il. Moi, je m'y attarde parce que, au contraire, à moi, ça me semble pato, énorme, pachydermique. Comment ça? À tous les coins de rue. La guerre planifiée, et le complot, la finance, c'est au coin de la rue. Enfin, on comprend pas ce que le complot est censé faire au coin de la rue et qui a dit ça, mais à part Caro, bien sûr, qui a décidé de dire que c'était ce que cherchaient les complotistes à tous les coins de rue. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du panneau céder le passage et de tous les panneaux triangulaires du code de la route? Ça les fait paniquer ou je sais pas,
Encore pire, le triangle warning obligatoire en voiture. Oh, vous imaginez le symbole, les mecs doivent devenir fous furieux. Et puis, bien sûr, au resto chinois, les samosas, c'est pareil, ils y voient le symbole de la pyramide du dollar américain, peut-être. Ils enquêtent à Castorama, au rayon Truelle, pour alimenter leur délire. Mais de quoi vous parlez? Enfin, je le dis parce que tout au long de ce petit reportage, il ne sera jamais fait mention d'aucun exemple de théorie du complot portant sur le coin de la rue. Toutes concerneront au contraire des affaires d'État et d'État-major, d'espionnage, d'attentats, de puissants décideurs et de complexes militaro-industriels s'arrangeant tous entre eux contre le reste de la planète et de l'humanisme, comme on devrait normalement le comprendre. Enfin, de quoi? Quel coin de la rue? J'en connais un, moi, de complot sur pattes, et il est au coin de la rue également, enfin, à la rue plus précisément. Mais c'est le seul exemple que je vois, et ce n'est que le temps de vos scènes en extérieur. Mais au diable le sens des mots, seul compte leur impact et l'effet qu'ils produisent. Et le coin de la rue, là, c'est bien entendu pour ajouter le ridicule psychiatrique à propos de ces pauvres airs qui déraillent dans la rue, à en voir partout des complots, c'est normal, ils sont obsessionnels, on nous l'a bien dit. Les pauvres bougres, à chaque fois que les éboueurs oublient de ramasser leurs poubelles et qu'un chat les ventre la nuit, ils publient leurs soupçons quant à l'implication de la DST et de la CIA dans cette fouille déguisée en attaque de chat. Elle a pas dit ça, mais j'essaye de comprendre sur quoi elle se base. Elle a aucune illustration de cette nouvelle assertion péremptoire, mais on est quand même prié de lui faire confiance. Bon, enfin quoi, moi vraiment, j'y reviens, c'est vraiment scolaire cette copie là. En 4 phrases, il y a déjà tout le b.a.-ba, toutes les 5 premières pages de l'anticonspirationnisme de combat pour les cancres. Donc, j'ai déjà dû vous le dire, Madame Caroline Fourest, j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous en remercie.